le trading automatisé. Ah, la promesse est belle, n'est-ce pas? Des profits qui tombent pendant qu'on dort, des systèmes qui semblent avoir percé les secrets du marché. Mais voilà, derrière ces promesses se cache une réalité souvent bien plus compliquée. Aujourd'hui, on va enfiler notre casquette de détective pour comprendre pourquoi la plupart de ces fameux robots finissent par échouer. On a tous déjà vu ça quelque part. Un chiffre spectaculaire, un rendement qui paraît presque trop beau pour être vrai. C'est typiquement le genre de résultat qui est mis en avant pour vendre un robot de trading. Une performance passée qui laisse miroiter un avenir absolument radieux. Et si cette performance parfaite n'était en fait qu'une mise en scène? C'est précisément là que notre enquête commence. On va décortiquer ensemble les méthodes utilisées pour obtenir ces chiffres incroyables et révéler pourquoi ces stratégies, si parfaites sur le papier, s'effondrent la plupart du temps dans le monde réel. Pour le savoir, plongeons tout de suite dans notre premier indice. Le plus fondamental, celui qui est à la source même de la preuve, les données. Car soyons clairs, sans données fiables, toute l'analyse s'écroule comme un château de cartes. Avant d'aller plus loin, juste un petit point rapide sur un mot qu'on va beaucoup utiliser, le backtesting. C'est tout simple en fait. C'est l'acte de remonter le temps avec une stratégie pour voir comment elle se serait comportée par le passé. C'est, en quelque sorte, le terrain d'entraînement où les robots sont testés avant d'être lâchés dans l'arène. Et là, on touche à une distinction absolument capitale. D'un côté, il y a la méthode amateur, qui utilise souvent des données synthétiques. C'est une simulation rapide, c'est vrai, mais souvent très imprécise, qui va en fait deviner les mouvements entre les points de données. C'est un peu comme la bande-annonce d'un film. À l'inverse, les professionnels exigent une méthode bien plus rigoureuse, l'éthique réelle. Là, on rejoue le match image par image en reproduisant chaque fluctuation de prix qui a réellement eu lieu. C'est la seule et unique approche qui garantit une simulation fidèle à la réalité du marché. Passons maintenant au deuxième indice. Parce que même avec des données parfaites, un backtest peut mentir. Comment, me direz-vous? Eh bien en ignorant, volontairement ou non, les petites frictions du monde réel. Tous ces petits coups qui, transaction après transaction, finissent par ronger les bénéfices. Alors, faisons connaissance avec ces trois forces qui dévorent les profits. Il y a d'abord le spread, ce petit péage qu'on paye à chaque aller-retour, puis le slippage, ce petit décalage qui frappe quand le prix bouge à la fraction de seconde où l'on passe un ordre. Et enfin, bien sûr, les commissions, la part du courtier. Ignorer ces trois éléments dans un test, c'est tout simplement ignorer la réalité. Regardez ce chiffre, 0,5 pips. C'est une unité de mesure minuscule dans le monde du trading, l'équivalent d'une fraction de centime. Ça semble insignifiant, n'est-ce pas? Et c'est là tout le piège. Pris isolément, l'impact est quasi invisible. Mais une stratégie active peut multiplier ce micro-coût par des centaines, voire des milliers de transactions. Et voilà ce qui arrive quand on additionne tous ces micro-coûts. Ce graphique illustre parfaitement le carnage. Une stratégie qui avait l'air incroyablement rentable sur un backtest propre peut, en réalité, se révéler largement perdante une fois qu'on intègre la friction du monde réel. Le point crucial à retenir, c'est que ces coûts transforment bien souvent les gagnants en perdants. On arrive maintenant à l'indice le plus subtil et peut-être le plus dangereux, le surajustement, ou overfitting, comme on dit souvent. C'est l'art de créer une stratégie qui fonctionne à la perfection, mais uniquement sur les données du passé qu'elle a déjà vues. L'analogie est parfaite. C'est comme mémoriser par cœur les réponses d'un vieil examen. On obtiendra une note parfaite sur cet examen-là, c'est sûr. Mais le jour du nouvel examen, avec de nouvelles questions, c'est l'échec assuré, parce qu'on n'a pas appris la matière. Eh bien, une stratégie surajustée, c'est pareil. Elle a mémorisé le bruit du passé, pas les vrais signaux du marché. Et voici la conséquence inévitable. Sur les données de test, qu'on appelle in-sample, la performance est stellaire, c'est magnifique. Mais dès qu'on la confronte à de nouvelles données, inconnues, c'est l'effondrement. C'est ce qu'on appelle la falaise du surajustement. Et c'est précisément là que la grande majorité des robots de trading se fracassent. Bon, maintenant qu'on a bien vu les pièges, voyons comment les professionnels font pour les éviter. Leur processus de validation, ce n'est pas un simple test, c'est une véritable épreuve du feu. Elle est conçue pour éliminer toutes les stratégies fragiles et ne garder que les plus robustes. Le processus pro, c'est un véritable parcours du combattant. D'abord, on développe la stratégie sur une partie des données. Ensuite, on la teste sur une autre partie qu'elle n'a jamais vue. Puis, on simule son vieillissement avec l'analyse walk forward et on la bombarde de milliers de scénarios de crise avec la simulation Monte Carlo. Ce n'est qu'après avoir survécu à tout ça qu'une stratégie a le droit d'affronter le marché réel. Fort de toutes ces connaissances, on peut désormais se doter d'une petite liste de vérifications. Voici quelques signaux d'alerte assez évidents qui devraient immédiatement déclencher la méfiance face à un rapport de backtest. Certains signaux ne trompent pas. Un rapport qui ne montre que des gains imparfaits, sans jamais mentionner les coûts réels, c'est un drapeau rouge. S'il cache les périodes difficiles, les fameux drawdowns, c'est un autre drapeau rouge.
Si les résultats semblent vraiment trop beaux pour être vrais, c'est probablement que la réalité est bien différente. Ce sont des indices clairs qu'on essaye de nous vendre une illusion. Au final, le point crucial à retenir, il est là. L'objectif d'un backtest sérieux, ce n'est pas de produire une courbe magnifique pour impressionner la galerie, non. C'est de tester la résilience d'une stratégie, sa capacité à survivre et à s'adapter dans des conditions variées et surtout imprévues. La robustesse l'emporte toujours sur la perfection passée. Alors, pour conclure, une question reste en suspens. Après avoir exploré ensemble les coulisses du backtesting, face à la promesse d'un nouveau système infaillible, quelle est la première question à se poser? Quel est le premier détail à aller vérifier? Car désormais, les outils sont là pour séparer l'illusion de la réalité.